Dans l'épisode précédent, nous avions commencé à voir les sources de la crise grecque. Nous avions vu que les conséquences économiques et sociales étaient extrêmement lourdes pour la population. La Grèce est officiellement redevenue un pays en voie de développement pour les géographes. Nous avions surtout évoqué l'arrivée au pouvoir de Syriza et le bras de fer engagé avec les représentants officiels de l'Union européenne. Nous nous étions quittés sur les résultats de ce référendum historique du 5 juillet dernier, où plus de 60% des Grecs avaient décidé de dire non à un nouveau plan d'austérité. Il n'est, je crois, pas besoin de préciser que la panique s'est vite installée chez les tenants de ce système et de ces règles mortifères pour les États du sud de l'Europe. Car nous évoquons ici le cas grec, mais nous pourrions faire exactement la même analyse pour l'Espagne, l'Italie, le Portugal et même dans une certaine mesure pour la France. Petite parenthèse franco-française. Ce qui, pour l'heure, freine le marasme économique dans notre pays, c'est d'une part la force de notre économie, bien que notre industrie tente à disparaître violemment, et surtout notre système de protection sociale qui sauve provisoirement de la très grande pauvreté des millions de personnes. Pour autant, notre pays souffre d'un taux de chômage à 10% et d'une croissance terrifiante de la part des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 980 € par mois. Notons que d'après l'UNICEF, 3 millions d'enfants sont concernés par cette situation en France. Fermons cette parenthèse et revenons donc à la Grèce. Quelques heures après les résultats du référendum, les premières réactions commencent à tomber un peu partout en Europe. Le président de l'Eurogroupe, vous vous souvenez, cette institution inventée de toutes pièces pour faire pression sur la Grèce, explique que la victoire du non au référendum est très regrettable pour l'avenir de la Grèce. Il continue. Pour la reprise de l'économie grecque, des mesures difficiles et des réformes sont inévitables. Nous n'allons pas attendre les initiatives des autorités grecques. Voilà donc le respect de ce personnage central de l'autorité européenne vis-à-vis du suffrage universel. Cela rejoint la parole malheureuse du président de la Commission européenne, le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Lorsque Syriza est arrivé au pouvoir, il dit, et je le cite, « Dire que tout va changer parce qu'il y a un nouveau gouvernement à Athènes, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » Tout est dit ici. Je pourrais vous citer bien d'autres illustres personnages européens, comme par exemple le vice-chancelier allemand, le socialiste Sigmar Gabriel. Il dit « Après le refus des règles du jeu de la zone euro, tel qu'il s'exprime par le vote non, des négociations sur des programmes d'aide chiffrés en milliards paraissent difficilement imaginables. » Et il continue « Tsipras et son gouvernement mènent le peuple grec sur un chemin de renoncement amer et de désespoir. » Alors, nous, la question que nous pouvons nous poser légitimement, c'est qui mène un peuple entier dans le désespoir en lui imposant des politiques qui ont eu pour conséquence la baisse des salaires de plus de 30%, des retraites de 45%, qui privent le pays d'un quart de sa richesse en détruisant des millions d'emplois. Mais la véritable citation qui compte dans tout cela, c'est celle de Tsipras lui-même. Quelques heures seulement après que les résultats tombèrent, le Premier ministre revient sur un point fondamental que je vous propose de discuter dans la suite de la vidéo. Je cite donc le Premier ministre grec. Le vote du peuple grec ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais un renforcement de notre pouvoir de négociation. Cette fois, la dette sera sur la table des négociations, dit-il avec satisfaction en espérant, et je continue de le citer, un plan de réforme crédible et socialement juste. Faut-il le préciser, la position du gouvernement Tsipras depuis ses prises de fonction consiste à ne pas imaginer un instant marquer une rupture avec l'Europe ou avec l'euro. Le Premier ministre n'aura de cesse de le répéter. À l'inverse, l'Allemagne a stratégiquement fait peser le risque de ce qu'on a appelé un Grexit, c'est-à-dire une exclusion de la Grèce de la zone euro. Sauf que petit détail technique qui a une grande importance, les traités ne prévoient pas de dispositif pour exclure un pays de la zone euro. C'est tout simplement impossible. Sans doute aurait-il été plus judicieux que ce soit la Grèce qui menace de quitter la zone euro. Les incidences auraient pu être lourdes, surtout pour l'Allemagne et ses banques, qui risqueraient précisément de perdre de nombreuses plumes. L'erreur tactique d'Alexis Tsipras a sans nul doute été celle-ci. Malheureusement, les suites des événements viendront conforter cette idée. Dès le lendemain du référendum, la Grèce annonce donc vouloir repartir à la table des négociations pour élaborer un plan raisonnable. Elle veut surtout qu'on puisse enfin renégocier une part substantielle de sa dette. Le Premier ministre a une arme supplémentaire dans son sac, comme vous l'avez deviné, ce résultat sans appel du référendum. Tsipras entre en processus de négociation avec le soutien de millions de Grecs. Il imagine ainsi établir un rapport de force en sa faveur, et en faveur, bien sûr, de son pays. Dans le même temps, François Hollande et Angela Merkel parlent d'une seule et même voix et annoncent la tenue d'une conférence exceptionnelle des représentants de la zone euro pour le mardi qui suit la nuit référendaire, soit 2 jours après. À noter qu'entre-temps, le médiatique et populaire ministre grec de l'économie, Yannis Varoufakis, a décidé de démissionner du gouvernement au lendemain du référendum. Décision surprenante dont on connaîtra les raisons bien après le dénouement de cette crise.
Yanis Varoufakis, c'est celui qui a mené activement les négociations durant les mois qui ont précédé le référendum. Il en a, c'est peu de le dire, exaspéré plus d'un. Comportement atypique pour un ministre, franc-parler, non-respect du protocole, il se fera d'ailleurs mettre à la porte lors d'une réunion de l'Eurogroupe. Vous avez dit démocratie et communauté? Bref, les négociations reprennent donc et la tension est maximale. Elle se nourrit d'un jeu de petites phrases par presse interposée et surtout de menaces plus ou moins déguisées de la part des pontes européens. L'Allemagne est très claire dès le 7 juillet. Pas question de parler de la dette. La seule question qui est posée est de savoir si la Grèce accepte oui ou non le plan qui lui a été présenté le 26 juin. On fait donc comme si le peuple grec ne s'était pas exprimé. D'ailleurs, pour l'anecdote, la presse de référence outre-Rhin, on parle là du journal Bild Zeitung, titre à sa une Angela Merkel coiffée d'un casque à pointe, accompagnée du titre « Nous avons besoin d'une chancelière de fer ». On ne peut être plus clair côté allemand. Cependant, il est à noter une chose très importante. Je risque d'être à ce moment précis légèrement technique et je m'en excuse. Pourquoi Angela Merkel refuse de parler de la dette grecque? Par idéologie? Non, pas réellement. Elle refuse car, comme l'a remarquablement bien expliqué le journaliste Romaric Gaudin dans la Tribune, la chancelière a menti aux Allemands. Elle avait promis que la gestion du dossier grec ne coûterait pas 1 centime d'euro aux Allemands. Cependant, justement pour sauver l'euro, elle avait dû accorder un prêt à Athènes en mai, en promettant aux Allemands que les Grecs rembourseraient. Or, quand on a un niveau d'endettement comme celui de la Grèce qui se situe à 177% du PIB, une telle promesse est par la force des choses intenable. Elle est donc, vous en conviendrez, magnifique, la solidarité entre États de la zone euro. La France et l'Italie tentent tout de même mollement d'infléchir la position allemande, mais qui dit faire les choses mollement avec la chancelière, dit essuyer un refus catégorique. Le président Hollande n'a pas vraiment été d'un grand secours pour le gouvernement grec, malgré les effets d'annonce. Lors de la réunion de l'Eurogroupe du 7 juillet, le nouveau ministre de l'économie du gouvernement grec, Euclide Tsakalatos, ne propose rien de nouveau sous le soleil. Il tente par contre d'imposer l'idée que les Grecs sont prêts à un accord si et seulement si on met sur la table la question de la renégociation de la dette. Les membres de l'Eurogroupe continuent de noyer le poisson et enferment la discussion dans des considérations économiques et techniques. Bref, l'économie avant le politique. C'est justement cette manière de faire qui devient notre mal du siècle, laisser la mainmise aux technocrates au détriment du pouvoir politique. La tâche se complique donc pour Tsipras, qui, lui, dans la foulée, doit rencontrer Angela Merkel et François Hollande avant le sommet extraordinaire du Conseil européen. Ouf! Il est temps de faire une courte pause, car tout cela devient fort compliqué. Alors je simplifie et synthétise. Le 26 juin, l'Europe propose un nouveau plan d'austérité à la Grèce. Encore une fois, on veut s'en prendre aux retraites, on veut privatiser des services publics, augmenter le taux de TVA et j'en passe. Si la Grèce accepte dans ce cas-là, l'Europe est prête à concéder un nouveau plan d'aide de plusieurs milliards d'euros. Tsipras refuse car il a été élu sur une ligne anti-austérité et il dit que son pays a fait suffisamment de sacrifices pour redresser son économie. Voyant la situation bloquée, le même Tsipras a proposé le 1er juillet un texte à l'Eurogroupe où il décline quelques efforts supplémentaires que la Grèce serait néanmoins prête à concéder, comme par exemple augmenter la TVA ou mettre fin au régime de pré-retraite. Mais il ajoute vouloir lutter contre la fraude fiscale et créer un véritable impôt sur le revenu capable d'aller chercher l'argent là où il est. En contrepartie, il réclame un rééchelonnement de la dette dans le temps. C'est niet pour les Allemands. Tsipras sort une nouvelle parade de son sac avec le référendum du 5 juillet. On vient de le voir, c'est toujours niet pour les Allemands. Alors, je saute un peu le temps et j'en viens au dénouement de tout cela. Le 9 juillet, le gouvernement grec, acculé, la situation de l'économie du pays devenant chaotique, rend plus ou moins les armes en proposant à ce qu'on appelle le MES, le mécanisme européen de stabilité, un plan de réforme qui s'apparente en tout point au projet du 26 juin. En contrepartie, Athènes réclame 50 milliards d'euros sur 3 ans. Il propose un taux normal de TVA de 23%, notamment sur les restaurants, et un taux réduit de 13% sur les hôtels, l'alimentation de base et l'énergie. Concernant les retraites, la proposition grecque prévoit une réduction des dépenses de 0,25% à 0,5% du PIB en 2015 et de 1% du PIB en 2016. L'âge de départ à la retraite sera de 67 ans en 2022. Davantage de privatisations sont aussi proposées. Les dépenses militaires seraient réduites de 100 millions d'euros en 2015 et de 200 millions d'euros en 2016. C'est, il faut bien le dire, une terrible surprise pour les soutiens de Tsipras un peu partout en Europe et dans le monde. Alors même que de nombreux Grecs avaient voté non au référendum, Tsipras capitule. Alors pourquoi? Sans doute Tsipras est-il pris dans ses contradictions.
La véritable force qui aurait pu être la sienne aurait été celle d'avoir le doigt sur le bouton rouge qui fait sauter la maison euro. En effet, en menaçant de quitter la zone euro et de revenir à une monnaie nationale beaucoup moins forte, le gouvernement grec avait là un argument massu qui aurait mis les Allemands en grande difficulté. Car même si Merkel menace depuis le départ la Grèce d'être exclue de la zone euro, comme je vous l'expliquais plus tôt, elle n'y croyait pas vraiment. Pire même, elle sait très bien qu'un tel événement aurait eu de lourdes incidences, y compris pour sa propre économie. Il faut savoir par exemple que 20% de la réserve monétaire chinoise est en euros. De fait, un tel événement, l'exclusion d'un État membre de sa propre zone monétaire, ne se serait pas apparenté à une broutille sans incidence. Qui plus est, la dette grecque est libellée en euros, et ce sont entre autres des banques françaises et allemandes qui sont concernées par cette dernière. Jamais Merkel n'aurait pris le risque de faire perdre une masse d'argent non négligeable à ces dernières, car en cas de nouvelle parité, il y aurait eu des pertes importantes. Surtout que le gouvernement grec avait fait faire un audit sur sa dette, c'est-à-dire qu'il avait demandé à ce qu'on regarde à qui la Grèce doit de l'argent et comment. Cette étude avait conclu qu'une grosse partie de la dette grecque était illégitime. Quitte à quitter l'euro, le gouvernement aurait sans doute refusé de rembourser la partie illégitime de sa dette. Un dernier argument par rapport à tout cela est sur les erreurs stratégiques du gouvernement grec. La Russie lui avait proposé son aide, et notamment un vaste plan d'investissement. En effet, lors d'une visite en Russie, Alexis Tsipras a obtenu à l'arraché un accord pour la construction dans son pays d'un gazoduc russe de 2 milliards d'euros, Turkish Stream, qui, via la Turquie, se prolongera jusqu'en Grèce. De plus, Poutine a envoyé une série de signaux positifs à Tsipras et s'était déclaré prêt à aider la Grèce en cas d'échec des négociations avec l'Europe. La Russie vient d'ailleurs nouvellement de créer avec l'Inde, le Brésil, la Chine et l'Afrique du Sud la Banque des BRICS, une sorte d'anti-FMI. Les Grecs avaient sans doute là une éventuelle porte de sortie. Bref, passons. Il est temps d'accélérer et d'évoquer la sentence finale. La messe est dite le 13 juillet. Laissez-moi vous citer le décidément très bon journaliste Romaric Gaudin. Jamais dans le jargon européen, le terme de compromis n'aura semblé si peu adapté. L'accord atteint au petit matin du 13 juillet entre la Grèce et le reste de la zone euro a désormais des allures de déroute pour le gouvernement grec. Une déroute qui a un sens pour le reste de l'avenir de la zone euro. Car oui, après presque 8 heures de négociations à huis clos, Tsipras accepte finalement le plan que l'Europe veut lui imposer. Retraite à 67 ans, TVA 23%, 50 milliards d'euros de privatisation. En contrepartie, un rééchelonnement de la dette, pas d'annulation partielle à l'ordre du jour, dont les modalités n'ont pas encore été fixées, et un plan d'aide européen de 82 milliards d'euros sur 3 ans. Mais cette aide sera versée par petites doses, selon que la Grèce mène ou non les réformes réclamées par l'Europe. C'est donc une défaite cuisante pour Syriza et surtout pour le peuple grec. Le nom du référendum est définitivement enterré. Ce plan doit être présenté devant le Parlement grec pour adoption. Syriza explose, car une partie des députés refuse de le voter. Ce sont finalement les vieux partis du oui qui soutiendront le plan, ceux-là même qui ont une lourde part de responsabilité dans cette situation. De nombreux députés de Syriza s'abstiennent ou votent contre. Les communistes voteront tous contre, ainsi que les députés d'extrême droite. Finalement donc, le plan est voté et accepté. La majorité de Tsipras explose. L'aile gauche de Syriza décide de former un nouveau parti, Unité populaire. C'est sans nul doute un épouvantable gâchis. De nombreux Grecs sont en colère et ne comprennent pas. Une partie des syndicats appelleront à se mobiliser, mais le cœur n'y est plus pour beaucoup de Grecs. Pire encore, des milliers de jeunes Grecs diplômés finissent par quitter le pays pour aller en Allemagne. Tsipras annoncera pour finir des élections législatives anticipées qui se sont tenues le 20 septembre dernier. En effet, il n'y a plus de majorité à la Volie et il veut avoir de nouveau un soutien populaire pour continuer le travail qu'il a engagé. Car maintenant, il faudra appliquer le plan européen en même temps, contenir l'explosion de la pauvreté par quelques mesures de justice sociale. Les élections seront courtes et Tsipras sera reconduit aux affaires. Malgré le vote obligatoire, plus de 45% des Grecs n'iront pas voter. C'est le taux d'abstention le plus élevé depuis la fin de la dictature des colonels. Quelque chose s'est brisé, malgré les offuscations de ceux qui demeurent d'irrémédiables soutiens à Syriza. L'intelligence des Grecs qui se sont déplacés aura néanmoins d'avoir refusé le retour au pouvoir de la droite, qui aurait appliqué sans vergogne et sans morale ce nouveau plan d'austérité. Sans doute Syriza sera-t-il moins violent dans son application. Pour conclure notre retour sur cette crise grecque, il faut retenir que, pour la première fois depuis que l'espace européen est en crise, un pays, un peuple, s'est soulevé et a tenté de résister. La Grèce, malheureusement, elle ne représente que 2% du PIB européen. C'est donc difficile d'établir un rapport de force seul contre tous, surtout contre le géant allemand. Il était à n'en pas douter du ressort de la France de soutenir la Grèce dans cette aventure. La France a les capacités de tenir tête à l'Allemagne.
Mais le président Hollande partage idéologiquement les plans de Madame Merkel et il a en quelque sorte confirmé l'idée que la France n'est plus qu'une sorte de force d'appoint de la toute-puissance allemande. Fini le bras de fer entre nos deux nations. L'Allemagne décide, le reste de l'Europe subit. C'est la nature même de l'Union européenne qui est aujourd'hui remise en question, car même si au final les Grecs ont été obligés de capituler, le monde entier a vu avec quel mépris l'Allemagne traitait ses partenaires européens. La méfiance populaire vis-à-vis de l'Europe monte un peu partout. Le danger se situe au niveau du fait que l'opposition à l'Europe devient l'exclusivité des forces d'extrême droite. De plus, la souveraineté des peuples ne pèse plus rien face aux traités européens comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Ce dernier élément est un point sensible qui nous place face à un danger à ne surtout pas négliger. Car même si les élites et la finance dépassent les frontières, les Grecs se sentent grecs, tout comme les Allemands se sentent allemands, et les Français se sentent français. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce point dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute attentive, pour votre soutien dans cette volonté qui est la mienne et celle de plus en plus de citoyens, de rendre l'information accessible à tous, de la débarrasser des non-dits de la presse bourgeoise, que de moins en moins de citoyens regardent, écoutent ou lisent. Et puis surtout, ne perdons pas espoir, ne choisissons pas de solutions de facilité. Il faut nous informer en masse, pour ensuite nous battre en nous rassemblant. Il en va de notre avenir et de notre dignité. Salut et à très vite. Petit bonus pour notre vidéo, je voulais réagir assez rapidement, même très rapidement sur l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, c'est ce qui se passe à Air France. Ces deux chemises arrachées par des salariés qui se mobilisent pour défendre leur outil de travail. Je voulais surtout réagir sur le fait qu'on voit une quasi-unanimité dans les médias et chez les bourgeois, le patronat si vous préférez, qui utilisent un vocabulaire extrêmement dur, extrêmement violent vis-à-vis des salariés. Alors j'ai entendu parler, en désignant les salariés, on parlait de gens violents, on parlait de gens quasiment barbares. J'ai même lu ou vu quelque part qu'on parlait d'alcoolisme. Enfin bref, le vieux refrain, les vieux relents anti-ouvriers qu'on connaît depuis très longtemps. Et tellement longtemps que je voulais vous lire un tout petit extrait d'un discours de Jean Jaurès. Alors Jean Jaurès est un homme absolument extraordinaire, un grand personnage de l'histoire politique française, un orateur de talent, un intellectuel, philosophe, etc., qui a réussi le pari fou à l'époque d'unifier l'ensemble des organisations politiques qui se revendiquaient du socialisme. Alors, socialisme pas à la sauce Hollande, le socialisme révolutionnaire, et donc qui défendait la cause des ouvriers. Alors Jaurès évoquait justement le discours du patronat quand ils évoquaient les ouvriers. Donc je vous lis cet extrait de Jaurès. Donc c'est un extrait de discours qu'il a tenu devant la Chambre des députés en séance du 19 juin 1906. Donc c'est Jaurès qui parle. Le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Quelques hommes se rassemblent à huis clos, dans la sécurité, dans l'intimité d'un conseil d'administration, et à quelques-uns, sans violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers. Ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus, seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles, mais connues des autres patrons, à l'universel vindicte patronal. Ainsi, tandis que l'acte de violence de l'ouvrier apparaît toujours, est toujours défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se dérobe, elle s'évanouit dans une sorte d'obscurité. Voilà, tout est dit. Jaurès résonne terriblement avec notre actualité, puisque pendant qu'on évoque ces deux chemises arrachées, on ne nous parle pas beaucoup des 2900 emplois qui vont être supprimés dans l'entreprise, qui vont faire suite à 4 ans de sacrifice de tous les salariés du groupe Air France qui ont accepté de travailler plus pour gagner dans les faits moins, tandis que le PDG, le PDG d'Air France, KLM, lui, s'est augmenté son revenu de 60%. Donc voilà, je crois que ces mots de Jaurès résonnent terriblement avec l'actualité qui est la nôtre. C'était voilà un petit bonus que je vous proposais. Puis cet extrait du discours de Jaurès, il se retrouve extrêmement facilement, notamment sur le site du journal L'Humanité. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà, bonne soirée et à très bientôt pour un prochain numéro de La politique pour les nuls. Salut.